Bonjour, une nouvelle vidéo de méthodologie pour mieux soigner la présentation d'une copie. Certains élèves y arrivent déjà bien, d'autres, nombreux souvent, peuvent encore progresser, donc c'est l'occasion de découvrir, de voir ou revoir quelques informations qui peuvent vous aider. Alors deux questions peuvent se poser. La première, finalement, pourquoi soigner sa copie? Et nous allons voir qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. Et puis comment faire pour bien présenter et finalement soigner sa copie. Alors pourquoi soigner sa copie? Eh bien tout d'abord, ça va être pour soi-même. En effet, pendant que vous faites votre travail, et après, il va falloir être capable de vous relire avec justesse. Pendant, c'est d'autant plus important que ce soit pour un mot, pour parfois une seule lettre. Par exemple, si on met un S ou pas un S et qu'il soit lisible pour indiquer par exemple un pluriel. Et puis après également pour lors d'une correction ou préparation d'un examen ou d'un examen blanc, pouvoir retravailler avec. Ensuite, c'est également pour son propre cerveau. En effet, si vous écrivez moins lisiblement, voire de manière peu lisible, ça va nécessiter davantage d'efforts à votre cerveau, voire peut-être qu'il va se bloquer ne sachant pas finalement 3 mois après ce que vous aviez écrit. Donc c'est facilitateur pour le cerveau. L'objectif c'est aussi d'éviter des étourderies. Parfois d'une ligne à l'autre, en changeant de ligne tout simplement, l'élève a lu difficilement ou a mal lu ce qu'il avait écrit, donc il fait une étourderie. Et parfois c'est en tournant la page. Donc ça va éviter globalement des déceptions, soit d'être bloqué, le cerveau n'y arrive plus, soit d'être déçu parce que ce qu'on pensait être juste, finalement il était juste dans la tête mais pas sur la copie. Donc c'est dommage tout ça. Ensuite, ça permet aussi d'être fier de son travail. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui parfois en début d'année ont du mal avec la présentation et le soin et parfois même ne comprennent pas trop mes exigences et c'est à la fin de l'année, lors des bilans, qu'ils me font part d'une certaine fierté et ils ont tout à fait raison. Et enfin pour soi-même, dans les grandes idées, acquérir peu à peu des automatismes de qualité que vous allez pouvoir appliquer dans d'autres situations, déjà dans d'autres matières. Et puis dans la matière, c'est pas uniquement sur la copie, c'est aussi dans le cahier, que ce soit le cours, les exercices, et c'est même avant que ce soit sur une copie. Donc si vous l'utilisez régulièrement, votre cerveau va acquérir certains automatismes, ça va être encore facilitateur, et pour vos différents travaux aussi bien en classe que des travaux écrits à la maison et dans les années futures. Ensuite, c'est aussi pour le professeur. En effet, ce n'est pas à lui de deviner ce que vous avez pu écrire sur votre devoir. Comme je dis, ce n'est pas à moi de deviner. Est-ce que c'est juste, c'est pas juste? Et c'est là où parfois des élèves vont dire « Ah mais si, j'avais écrit ça ». Ben oui, mais le professeur ne peut pas toujours deviner. Ensuite, le professeur a une obligation, ça fait partie du programme officiel de l'éducation nationale, au moins en France, c'est de veiller à la clarté et à la qualité des travaux et des traces écrites des élèves. Et puis, ça peut intervenir dans la notation. Donc c'est là aussi où, tant qu'à faire, vaut mieux gagner les points que les perdre. Et enfin, troisième personne que ça peut intéresser, c'est aussi des camarades. Vous avez des camarades qui ont été absents, votre meilleur ami qui vient vous voir, s'il sait que votre travail n'est pas très soigné, c'est peut-être pas à vous qu'il va demander, ça va être sans doute à d'autres. Et puis sinon, il risque aussi de faire lui-même des erreurs en recopiant quelque chose de faux, alors qu'il pensait que c'était juste. Avec des camarades, ça peut être aussi lors de corrections. Si vous avez des corrections communes à réaliser, ça va être facilitateur pour tous pour vous mettre d'accord et trouver la bonne solution. Alors comment bien présenter et soigner sa copie? Alors le haut d'une copie, ça en général, vous n'avez pas de mal, vous êtes habitué et c'est à peu près toujours ces informations-là qui vous sont demandées. Le nom, le prénom, la classe, souvent dans la marge à gauche.
le type de devoir et la date. Ça peut permettre de les trier et de les retrouver facilement, de se dire tiens, il faut réviser le devoir du 20 septembre, ça veut dire que dans le cours, ce qui a été fait après, le 21, etc., septembre, ne fait pas partie des révisions. Et puis laisser un espace pour que le correcteur puisse annoter ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce que vous pouvez faire pour progresser pour les futurs devoirs. Il faudra bien entendu s'adapter aux éventuelles autres demandes que des enseignants pourraient avoir. Alors une fois que c'est fait, il y a la présentation du travail que vous allez réaliser à la suite. En premier, sans doute le plus important, veillez à la lisibilité. Alors il y a des élèves qui sont reconnus comme ayant des besoins particuliers en lien avec des difficultés pour la lisibilité. Ces élèves-là font ce qu'ils peuvent, parfois ils doivent même utiliser un ordinateur, mais ça n'empêche qu'ils peuvent retrouver dans cette vidéo quelques informations qui peuvent les aider. Voilà un extrait d'une copie d'élèves de 5e. Et comme vous le voyez, tout de suite, c'est très propre, très lisible. Alors des petits conseils, indiquez le numéro de l'exercice, voire de la question, éventuellement la page. Ça permet tout de suite de voir à quoi correspond votre travail. Et puis là aussi, si vous avez à retravailler, ça peut vous permettre de retrouver rapidement l'énoncé. Écriture lisible, je viens d'en parler. Et sur les lignes, les grands carreaux, vous avez appris à les utiliser depuis les classes de primaire. Donc respectez la calligraphie sur la ligne principale et puis les lignes intermédiaires avec une certaine hauteur pour les lettres. Rédigez en aérant, n'hésitez pas à sauter des lignes entre les questions, entre les exercices. Si jamais vous avez à travailler sur des pages petits carreaux, là, n'hésitez pas aussi à sauter peut-être une ligne à chaque fois, à voir en fonction de votre écriture. Utilisez la règle quand vous en avez besoin, si vous avez par exemple besoin de souligner, si vous avez besoin d'encadrer, de créer un tableau, de créer un graphique avec des axes, tout ça, ça peut être très pratique et rendre donc votre travail lisible. La qualité de votre travail. Alors là, je vais parler avec des extraits d'exemples, de copies de ce qu'il ne faut pas faire, de mauvais exemples, pour que ce soit plus parlant. Première chose, et vous avez un peu de mal, il va falloir faire appel au français, à l'orthographe et à la syntaxe. Là, dans l'extrait que je mets, vous voyez, il est écrit Théor de Tal, ce qui ne veut rien dire. C'est du programme de 4e et de 3e. En fait, l'élève voulait écrire théorème de Thalès. Il a été sûrement trop vite. Il ne s'est pas relu non plus. C'est dommage. Et il n'y a même pas de phrase avec sujet et verbe. Pas d'abréviation dans les phrases. En effet, ici et là, il y a des abréviations. Les abréviations, il y en a certaines peut-être qui peuvent se deviner, mais une abréviation par définition, sauf si c'est mis dans un énoncé ou en accord avec votre enseignant, c'est chacun qui choisit ses propres abréviations pour gagner du temps, par exemple quand il se fait des fiches résumées ou quand il s'évalue à la maison. L'utilisation du blanco, s'il est autorisé, ça nécessite quelques précisions. Le blanco, normalement, on attend qu'il soit sec et après on écrit dessus. On ne met pas du blanco pour laisser un espace vide. Non, ça, c'est pas correct. D'autre part, si jamais c'est du blanco liquide, attention parce que parfois ça fait des couches un peu épaisses. Donc, apprenez à l'utiliser correctement. Sinon, je vous rappelle, parfois, il y a les effaceurs pour les stylos plumes, les stylos friction. Là aussi, s'ils sont autorisés par votre professeur et dans l'établissement. Et dans tous les cas, si vous avez un doute, vous vous arrêtez. Votre cerveau, parfois, il a besoin d'un peu plus de temps pour que ça revienne en mémoire et qu'il réfléchisse correctement. Vous prenez éventuellement un papier de brouillon, un crayon à papier, mais vous avez d'autres situations facilitatrices pour éviter de présenter avec des trous pas très soignés. N'écrivez pas dans la marge.
la marge est en général prévue pour le professeur, ni en bas de page quand il n'y a plus de lignes. Là, l'élève a sans doute voulu écrire à la suite parce que ça l'aidait d'avoir les réponses. Il aurait dû tourner la page. Et s'il voulait vraiment tout mettre, toute la réponse de l'exercice sur la même page, eh ben, il tournait la page, il se disait « Ouh là là, il me reste 2-3 lignes, je ne vais pas avoir assez de place, je tourne la page et j'écris à celle d'après. » Attention aux ratures, il faut absolument les éviter. Là encore, c'est normal d'avoir des doutes et des hésitations. Vous vous arrêtez, vous laissez du temps à votre cerveau, la feuille de brouillon, le crayon à papier. Et si jamais vous faites malgré tout une étourderie que vous ne pouvez pas effacer, corriger, vous prenez la règle et vous barrez proprement avec soin. Évitez les coloriages ou surligneurs. Là, l'élève, un peu comme ici, a voulu mettre en évidence son résultat final. Ça peut être une bonne idée, en effet, mais évitez le coloriage. Là, il suffisait de souligner proprement à la règle. Enfin, évitez de laisser des grands vides, en particulier en bas de page. Le lecteur, que ce soit un camarade ou le professeur, pourrait penser que vous avez fini, et le risque, c'est qu'il ne tourne pas la page pour voir ce qui est après. Enfin, pensez à respecter des éventuelles exigences propres à la matière, au professeur ou de l'énoncé. Je ferai, concernant la matière, les mathématiques, une autre vidéo qui viendra normalement après celle-ci sur quelques particularités en lien avec les mathématiques et la présentation soignée. Du professeur, il y en a qui autorisent, comme je disais, ou pas le blanco, qui utilisent ou pas les stylos friction, il y en a qui imposent le stylo plume. Dans l'énoncé, parfois on demande de répondre avec une certaine couleur ou de compléter dans une autre couleur. Donc adaptez-vous aux demandes pour soigner votre présentation. Conclusion. Comme nous l'avons vu, vraiment soigner et présenter offre de nombreux intérêts, en premier pour vous et votre cerveau. Vous pouvez tous quasiment progresser et vous améliorer en vous entraînant. Ça va peut-être nécessiter un peu de temps et quelques efforts, c'est normal. Le cerveau, il lui faut parfois un peu de temps pour acquérir les apprentissages, d'autant plus si vous avez des difficultés. Prenez en compte les conseils et les demandes des enseignants. C'est souvent donné à l'oral, en début d'année, ou rappelé, parfois par écrit, sur votre copie. Dans tous les cas, posez des questions à votre professeur ou à vos professeurs si jamais vous ne comprenez pas ces demandes ou ces exigences. Parce que, encore une fois, pour aider votre cerveau, si votre cerveau a une raison et comprend pourquoi il faut fournir un effort, alors il va plus facilement fournir cet effort. Sinon, il risque d'abandonner en se disant « je ne comprends pas, donc pourquoi faire cet effort ?» Et ainsi, vous ne regretterez pas de faire ce travail pour améliorer la qualité de vos travaux, donc aussi bien pour une copie que vos cours et vos exercices. Bonne utilisation à tous!